Les 5 parties d'Exodia le maudit. Les jambes, les bras et la tête, assemble-les tous pour anéantir ton adversaire. Tout le monde le connaît, même ceux qui ne jouent pas, la carte la plus dangereuse de Yu-Gi-Oh! À une époque, elle était tellement populaire, tellement rare, tellement recherchée qu'elle a failli coûter la vie de plusieurs dizaines de personnes. Oui, c'est vrai, Exodia a presque causé un drame. De nos jours, les 5 membres de l'interdit sont faciles à trouver et leurs copies ne valent que quelques centimes. Mais au tout début, c'était différent. Bien avant l'animé, Yu-Gi-Oh! Est un manga, sorti en 96, beaucoup plus dark et très différent de ce qu'on connaît. Le concept de duel de monstres n'arrive qu'au 9e chapitre, lorsque Kaiba vole le dragon blanc de Yugi. Mais contrairement à l'animé, là, aucune trace d'Exodia. Pour le voir, il faut attendre le chapitre 39, la revanche de Kaiba. Ce duel, tu le connais, c'est celui du premier épisode. Yugi assemble les 5 parties et oblitère les 3 dragons blancs. Les fans adorent, et porté par ce succès, Yu-Gi-Oh! Qui parlait jusque-là de tout type de jeu décide de se concentrer uniquement sur les duels de monstres. En un sens, sans Exodia l'interdit, Yu-Gi-Oh! Tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas. Sans surprise, lorsqu'en 1999 on commence à imprimer les toutes premières cartes, les fans sautent dessus. Et quand en mai de la même année, dans le 3e booster jamais sorti, on découvre la jambe gauche d'Exodia, la communauté explose. C'était un présage, et la chasse pour la plus légendaire des séries de cartes venait de commencer. La deuxième partie, le bras droit, n'arrive pas dans un booster, mais en promo d'un guide pour Dark Duel Story 2. 20 ans avant Master Duel, un des tout premiers simulateurs de l'histoire de Yu-Gi-Oh! La hype monte. En juillet, les joueurs découvrent la jambe droite dans le booster volume 4, puis quelques semaines plus tard, le bras gauche arrive dans un autre guide pour Dark Duel Story, avec une annonce. Fin août, Konami organise un gigantesque tournoi au Tokyo Dome, la plus grande scène du Japon. Là, et seulement là, tu pouvais acheter un booster spécial Premium Pack 1. À l'intérieur, la tête d'Exodia le maudit. Une manière de pousser les gens à venir. Et ça a marché. Un peu trop même. Konami avait sous-estimé le succès de son jeu. Il s'attendait à 40 000 personnes, ils en ont eu 65 000. Beaucoup plus qu'ils ne pouvaient le gérer. Rapidement, le dôme devient noir de monde, principalement des enfants qui tentent désespérément d'atteindre l'unique comptoir où sont vendus les boosters. À l'extérieur, c'est 10 000 personnes qui sont tassées contre les portes, incapables de rentrer, empêchant au passage quiconque de sortir. Konami est débordé, il n'y aura jamais assez de packs pour tout le monde. Il retarde la vente de plus de 2 heures pour tenter d'organiser une file en vain. 2 heures bloquées sans issue dans une foule bruyante et compacte. La tension monte. Finalement, Konami abandonne et annule le tournoi ainsi que la vente de boosters. Mais là, ça explose. On proteste, les gens se plaignent d'avoir attendu trop longtemps pour repartir les mains vides. Certains deviennent violents et créent des mouvements de foule. Finalement, Konami n'a plus le choix et appelle les forces de l'ordre. La brigade anti-émeute arrive sur place et force tout le monde à partir. Au total, plusieurs dizaines de blessés, dont 2 hospitalisations. On a frôlé le désastre. L'histoire fait le tour du monde. Konami n'a d'autre choix que de s'excuser et d'organiser la vente des premium packs par la poste. Enfin, les joueurs peuvent assembler la 5e partie d'Exodia et se rendre compte qu'il est en fait claqué au sol. On en parle même dans la toute première vidéo de cette chaîne. Mais pour toujours, on se rappellera de cet événement comme l'un des pires tournois de l'histoire des cartes à jouer et comme le tout premier scandale de Yu-Gi-Oh! L'histoire du jeu des ombres est loin d'être lisse. Sous la surface se cachent de sombres secrets que Konami aimerait beaucoup qu'on oublie. Moi c'est Théromique et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on déterre les pires scandales de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Juste avant, les amis, on a sorti la vidéo la plus importante de la chaîne. L'histoire entière de Albaz et Ecclesia en animation avec des comédiens de doublage. 1 an de travail acharné. On a adoré faire ça et je suis trop content de voir que le résultat vous plaise. Et pour fêter ça, on a sorti 2 pulls exclusifs. Au dos, un design de Batshiba qui a fait pas mal d'illustrations pour la vidéo et à l'avant, un symbole brodé en France. On veut quelque chose de qualité, un vêtement confortable que tu peux porter en tournoi. Normalement, on était censé fermer les précommandes le 30, mais vous avez été beaucoup à nous demander de le garder un peu plus longtemps, du coup on laisse le site ouvert 72 heures de plus. Vous avez encore 5 jours pour les prendre, après c'est fini. Le lien est en description, allez voir ça, ça nous permettrait de continuer de sortir des vidéos ambitieuses en plus des autres et ça ferait vraiment plaisir. La plus grande arnaque de Yu-Gi-Oh! En garde!
part de troisième tout-puissant dieu égyptien. Yu-Gi-Oh ne serait rien sans son animé. Ultra populaire au Japon, au point où en 2001, la Shueisha décide de l'exporter vers l'Occident. Là-bas, il se tourne alors vers la référence en termes de série animée de l'époque, 4Kids Entertainment. One Piece, Pokémon, Sonic X, Tortue Ninja, le géant du cartoon était le partenaire idéal pour faire connaître Yu-Gi-Oh au monde entier. Du moins, en apparence. Même si les audiences sont bonnes, la série, déjà bien différente du manga, est charcutée. Pour la rendre plus adaptée pour le public américain, on change les noms des personnages. Jonuchi devient Joey, Anzu, Thea, et surtout, on retire tout ce qui peut être vu comme satanique, sexuel ou violent. Exodia et la magicienne des ténèbres perdent leur pentacle, les harpies sont réhabillées, et Bandiken dit au revoir à son flingue. Oui, du coup, ça rend certaines scènes assez ridicules. Et ça touche aussi les cartes. Sans plonger dans la montagne de censure que le TCG subit d'ailleurs encore aujourd'hui, tu remarques que les cartes de l'animé n'ont pas exactement la même tête. Alors ça en fait c'est pour contourner la législation américaine qui aurait sinon considéré l'animé comme un placement de produit et aurait restreint sa diffusion. Mais ça va plus loin, on change aussi l'intrigue, par exemple en retirant la romance entre Thea et le pharaon, ou alors ça. Regardez un peu autour de vous, bande d'idiots. Nous nous trouvons dans le royaume des ombres. Invention totale de 4Kids. Au Japon, les personnages meurent pour de vrai, mais là, quand tu perds, on t'envoie dans une autre dimension où tu souffriras pour toujours. Ce qui bizarrement est pire, en fait, un peu, non? Ça permet de cacher des scies circulaires en disques magiques qui t'envoient au royaume des ombres au lieu de juste te découper en deux. C'est cette version qui est arrivée jusqu'à chez nous. Après, même si elle est problématique, elle a au moins le mérite d'exister, en plus de nous avoir donné quelques bonnes choses, comme... C'est l'heure du duel. Mais tout ça, c'est que le sommet de l'iceberg. En réalité, 4Kids s'est beaucoup plus réapproprié Yu-Gi-Oh que tu ne le crois. La chaîne avait très bien compris qu'ils avaient mis la main sur la poule aux œufs d'or. Au début des années 2000, Yu-Gi-Oh était constamment au sommet de l'audimat, mais une bonne partie des bénéfices revenait aux ayants droit japonais. 4Kids voulait l'entièreté du gâteau. Il a alors eu une nouvelle idée, le merchandising. La force de Yu-Gi-Oh, c'est aussi ses produits dérivés, certains très cool comme le jeu de société Dungeon Dice Monsters qu'on voit dans l'animé, d'autres plus random comme des mini-figurines ou alors le fameux déodorant Yu-Gi-Oh qui existe pour de vrai, bien sûr. Tout ça, c'est très rentable. C'est ainsi qu'en 2002, sans avertir les Japonais, ils signent en douce un contrat avec Funimation pour sortir des DVD Yu-Gi-Oh. Apparemment moins censurés et plus fidèles à la série originale, ils se sont très bien vendus. Au total, presque 4 millions de dollars de bénéfices, sans que les ayants droit en touchent un centime. Illégal, mais efficace. Et d'un coup, 4Kids se rend compte que les Japonais ne font pas très attention à ce qui se passe en Amérique. Ils signent alors des contrats de diffusion un peu partout, comme avec Cartoon Network ou même Nintendo pour mettre l'animé dans la collection de Game Boy Advance Video. Une cartouche avec des épisodes dessus, encore une fois, sans l'accord des Japonais. Ils font même un deal avec la Maison Blanche, qui paye pour utiliser l'image et la voix de Yugi dans un spot de pub contre le cannabis. I know marijuana is harmful. I know it can't improve my game. Pendant presque toutes les années 2000, 4Kids sous-traite ses licences en dépassant les clauses de ses contrats et empoche des millions. C'est seulement en 2010 que enfin l'affaire éclate. TV Tokyo et Neon Ad découvrent le poteau rose et attaquent 4Kids en justice, demandant 4,8 millions en réparation. Pour la chaîne, c'est dévastateur. Ses meilleurs jours sont derrière elle et sa mauvaise réputation lui a coûté toutes ses meilleures séries comme One Piece et Pokémon. Elle est même carrément en train de déclarer faillite et si elle perd Yu-Gi-Oh, c'est terminé. 4Kids choisit de se battre et la guerre judiciaire commence. La première victime, c'est l'animé. À l'époque, Yu-Gi-Oh était en train de finir 5D, la saison avec les motos. Mais à cause des tensions, la localisation et le doublage prend du retard et c'est les épisodes 111 à 122 qui juste passent à la trappe. Puis après le 136, la production s'arrête complètement, laissant les fans sans une vraie fin, juste avant les meilleurs duels de toute la série. Une blessure irréparable pour la production de 5D. Les Japonais sont furieux. Heureusement, dans quelques mois sort Yu-Gi-Oh! Zexal qui est là pour remonter le niveau. Du coup, avec 4Kids qui est en pleine crise, les Japonais, sûrs de leur victoire, commencent à chercher un remplaçant. Sauf que, même en faillite, 4Kids garde toujours l'exclusivité des droits d'exploitation de Yu-Gi-Oh! En Occident. Et ils sont pas prêts de les lâcher. Les profits de Zexal sont leur seul espoir de ne pas disparaître. Ainsi, 4Kids menace un contre-procès si le Japon commence à faire la promotion de Zexal autre part que chez eux. Et ça marche. En 2011, après la décision d'un juge, 4Kids conserve les droits de Yu-Gi-Oh! La chaîne commence ainsi à travailler sur le doublage de Zexal, mais les ayants droit ne se laissent pas faire. Le premier procès est toujours en cours, et à la minute où ils le gagneront, ils pourront évincer 4Kids. Ils devront alors être prêts. En secret, ils se tournent alors vers Bang Zoom Entertainment et leur demandent un deuxième doublage de Zexal. Ils font même leur propre version du générique, Go For It.
Sauf que si aujourd'hui on se rappelle de l'iconique, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Même si 4Kids était sur son lit de mort, il n'avait pas rendu son dernier souffle. Et en donnant Yu-Gi-Oh à une autre entreprise, le Japon venait de briser les clauses de son propre contrat, celui sur lequel ils étaient justement en train d'attaquer 4Kids. Voyant ça, la cour réinspecte les accusations et contre toute attente, finit par donner raison à l'entreprise américaine. 4Kids garde l'exclusivité d'exploitation et force les Japonais à leur verser 8 millions de dollars en dommages et intérêts. Dans leur précipitation, les ayants droit venaient de laisser la victoire la plus facile de tous les temps leur filer entre les doigts. Et au passage, de perdre le double de la somme qu'ils avaient demandé à la base. Le pire, c'est que même si 4Kids gardent les droits du Yu-Gi-Oh, ce qui leur permet de continuer Zexal, ils font toujours faillite. À peine quelques mois plus tard, l'entreprise est forcée de fermer définitivement ses portes et de lâcher l'exploitation de Yu-Gi-Oh pour lesquelles ils avaient retourné ciel et terre. Si les Japonais avaient été un peu plus patients, ils auraient eu ce qu'ils voulaient, sans se battre. Finalement, en juin 2012, sur les ruines du champ de bataille, arrive Konami. Le géant japonais profite de la cohue pour rafler les droits d'exploitation de la licence, allant jusqu'à carrément racheter les locaux de 4Kids. Une manière de consolider son emprise sur Yu-Gi-Oh et d'en faire la franchise que l'on connaît aujourd'hui. Si cette histoire est encore relativement peu connue, son impact sur l'univers que l'on aime tant est drastique. Par ses pratiques, 4Kids a façonné la réputation de Yu-Gi-Oh, pour le meilleur comme pour le pire. Au final, cette histoire nous apprend que la guerre ne laisse aucun vainqueur et que souvent, ceux qui gagnent sont ceux qui ne jouent pas. Et c'est encore plus vrai pour le scandale suivant. La guerre secrète de Yu-Gi-Oh! Alors, on a dit que Konami gérait les cartes Yu-Gi-Oh! Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont eu un adversaire, d'abord allié puis ennemi. Je vous raconte le duel titanesque entre deux entreprises qui a failli signer la fin de Yu-Gi-Oh! Lorsque, à la fin des années 90, quand Konami approche Kazuki Takahashi pour adapter son idée de duel de monstres en un véritable jeu de cartes, ils étaient loin d'imaginer le succès planétaire et les passions qu'ils allaient déchaîner. Au tournant du millénaire, en parallèle de l'animé, le géant japonais décide d'exporter ses cartes en Occident. Ce qui est plus galère que tu ne le crois. Un jeu de cartes comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh, c'est une galère à produire. En plus des usines et des machines de pointe pour les imprimer, tu dois aussi trouver des gens pour distribuer tes boîtes jusqu'aux magasins qui veulent bien les prendre. À côté, il faut organiser des tournois, sans quoi le jeu meurt, et surtout communiquer dessus. Des spots de pub, des articles, des événements, un travail monumental. Konami a besoin d'aide. Il leur faut quelqu'un qui comprend la culture américaine, qui a déjà des usines d'impression et des réseaux de distribution. Et cette personne, c'est Upper Deck Entertainment. À l'époque, le pilier des cartes de sport, hockey, rugby, basket, chez nous on les connaît surtout comme les albums Panini, les ancêtres de Yu-Gi-Oh que tu collectionnes mais que tu ne joues pas. Là-dedans, Upper Deck domine le marché occidental. C'est le candidat parfait. Et en 2002, il obtient l'exclusivité des droits de distribution de Yu-Gi-Oh pour 75 millions de dollars. Ça paye. Immédiatement, Yu-Gi-Oh devient leur licence la plus rentable et de loin. Pendant un temps plus populaire que Magic et Pokémon, en 2009, il entre dans le Guinness Book des records comme le TCG le plus rentable avec 22 milliards de cartes vendues. Yu-Gi-Oh est dans son âge d'or. Au sommet de la hype, Upper Deck maintient le cap, organise tournoi sur tournoi et attire des millions de joueurs. Mais le 8 octobre 2008, tout s'arrête. Au matin, une lettre de Konami arrive sur le bureau de Vintage Sport, un des revendeurs d'Upper Deck, à qui l'entreprise fournit des produits qui sont ensuite repackagés et mis en rayon. Konami vient de les assigner en justice. Le problème, c'est Duel King 2, un des produits de Vintage Sport. Dedans, 3 boosters et 3 cartes promo comme Homme Oiseau de Feu Héros élémentaire en ultimate rare. Genre comme ça, garantie, une folie pour n'importe quel enfant. C'était presque trop beau pour être vrai. Et justement, ça l'était. Si les boosters étaient officiels, les cartes promo vendues avec étaient en fait des fausses, de la contrefaçon. Alors, comme ça, c'est pas si surprenant. Les fausses cartes, c'est tout un marché parallèle qui mériterait une vidéo entière dessus. Constamment, des entreprises douteuses tentent de vendre des contrefaçons à bas prix. Souvent, c'est cramé, la police n'est pas la même, la texture est différente, ou alors t'as carrément des fautes d'orthographe. Mais du coup, ils espèrent juste que les parents qui n'y connaissent rien tombent dans le panneau. Waouh, des cartes à moitié prix, mais c'est génial, je vais prendre ça pour mon fils. Attends, le dragon gris aux yeux marrons.
Génial! Déjà, rien qu'en 2005, on comptait 350 procès de contrefaçon de cartes Yu-Gi-Oh! Sauf que Vintage Sport n'est pas comme les autres. Ces fausses sont très convaincantes. Tellement fidèles qu'au premier coup d'œil, on se dit que c'est des vrais. Ce qui les trahit, c'est une très légère différence de texture et d'épaisseur sur la carte, légèrement plus fine. Et surtout, l'œil d'Anubis, une contre-mesure de Konami pour identifier les contrefaçons, qui là n'est pas doré comme sur les vrais, mais argenté. Du coup, lorsque tu compares une fausse avec sa version officielle, tu remarques la différence. Mais toute seule, pour un enfant, elle fait plus vrai que nature. Konami ne perd pas un instant et attaque l'entreprise en justice. Et ça aurait pu être la fin de l'histoire, genre Vintage Sport était très fort, mais voilà, on les a attrapés. Sauf que, pendant l'affaire, l'entreprise révèle, preuve à l'appui, qu'elle n'a pas produit ces fausses cartes. Elles leur ont été distribuées par nul autre que Upper Deck. Le distributeur aurait fourni à Vintage Sport pas moins de 531 240 promos contrefaites. Un demi-million de cartes imprimées sous le nez de Konami pour le profit d'Upper Deck au détriment de la qualité de Yu-Gi-Oh! Comment c'est possible? Eh ben, on n'est pas sûr. Des rumeurs parlent d'employés qui auraient transporté discrètement des plaques d'impression de Yu-Gi-Oh! Sur d'autres machines de l'entreprise. Ça expliquerait leur qualité quasi parfaite, mais une chose est sûre, le partenaire de Konami les a arnaqués. Le géant japonais les attaque pour violation de copyright, mais l'entreprise américaine nie en bloc et leur répond qu'une guerre judiciaire ne finira qu'en une destruction mutuelle assurée. Bref, une menace. Le combat commence. Lorsque Konami tente de saisir toute la production de cartes, Upper Deck répond avec un contre-procès pour rupture de contrat, diffamation, fraude et carrément conspiration civile. En gros, il les accuse de s'être arrangés avec Vintage Sport pour les attaquer. C'est pas très logique, mais ok, d'accord. En réparation, Upper Deck demande 75 millions et 1000 $, juste au-dessus de ce qu'ils ont payé pour les droits de Yu-Gi-Oh! Alors dans le game, on appelle ça une technique d'intimidation. Mais Konami ne joue pas. Pour limiter la casse, les Japonais tentent de terminer prématurément leur contrat avec Upper Deck et arrêtent même de leur envoyer les nouveaux packs. Une stratégie risquée qui se retourne contre eux. En fait, Upper Deck contrôle aussi le marché européen. Et après plusieurs déboires judiciaires, le tribunal des Pays-Bas, à la surprise générale, donne raison à l'entreprise américaine. Konami n'a légalement pas le droit de se séparer d'Upper Deck avant la fin du contrat, en 2010. Konami conteste et apporte une nouvelle motion pour bloquer l'arrivée des prochains produits en Occident. À l'époque, c'était le début de 5D, et Crise Écarlate, le deuxième set de la génération, est ainsi retardé à la grande frustration des fans. De même, au milieu du chaos, les tournois de grande envergure sont suspendus. Yu-Gi-Oh! Est en train de mourir. Pour préserver sa réputation, Upper Deck lance les Upper Deck Day, un gigantesque événement centré sur un tournoi avec des récompenses hallucinantes. Tu pouvais recevoir des promos comme Cyberstein ou alors Sarcophage Doré, normalement uniquement donnés aux vainqueurs des SJC, qui se vendaient à l'époque pour plusieurs milliers d'euros. Au total, les vainqueurs se partageaient un prize pool de 250 000 $, la plus grosse récompense de toute l'histoire du jeu. On pourrait se dire que c'est cool de leur part, une manière de garder Yu-Gi-Oh! En vie. Mais la réalité, c'est que Upper Deck sait que l'heure tourne et qu'ils risquent de bientôt perdre leurs droits de distribution. C'est donc surtout pour eux une manière de liquider un maximum de produits avant qu'il ne soit trop tard. Et ils ont eu raison. Dans les semaines qui suivent, Konami revient en force. Ils arrivent à faire passer une injonction préliminaire qui empêche Upper Deck de distribuer des cartes Yu-Gi-Oh! Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Surtout, en Europe, le rappel fonctionne. La cour d'Amsterdam revient sur sa décision, invalidant au passage le contre-procès d'Upper Deck et donnant raison à Konami qui peut immédiatement terminer son contrat avec l'entreprise américaine. Début 2010, sans jurisprudence pour le sauver et face à la montagne de preuves qui s'accumulent, Upper Deck est dos au mur. Il n'a pas le choix, il se présente devant les tribunaux et avoue avoir en effet participé à l'impression et la propagation de fausses cartes. Même ses avocats ne peuvent plus le défendre. Ce comportement demeure indéniablement répréhensible, et je suis ici en tant qu'avocat des deux accusés pour vous demander de tenir mes clients responsables de ce comportement, car il n'y a aucun doute qu'elle était répréhensible. Finalement, les deux entreprises finissent par régler l'affaire en dehors des tribunaux pour une somme inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que Upper Deck reçoit une injonction permanente qui les empêche de commercialiser du Yu-Gi-Oh! Pour le reste de leur existence. Un coup très dur sur leurs finances et sur leur réputation. L'entreprise commence à perdre ses deals avec d'autres TCG comme World of Warcraft et quelques temps plus tard, elle fait faillite. Aujourd'hui, du géant américain des cartes,
il ne reste rien. Yu-Gi-Oh retombe entièrement entre les mains de Konami qui décide de s'occuper lui-même du marché occidental. En plus de mener une cabale contre les dernières contrefaçons encore en circulation, les SJC d'Upper Deck sont remplacés par les YCS qu'on connaît encore aujourd'hui. Enfin, Konami rythme le jeu avec 4 banlists par an, là où son prédécesseur n'en avait que une tous les 6 mois. Mais cette séparation laisse des traces. Crise Écarlate a été retardé de plusieurs semaines, un retard qui ne peut pas être rattrapé. Chaque set a besoin d'avoir suffisamment de temps pour se vendre, et sortir les suivants en avance reviendrait à sacrifier les autres. Une différence se crée ainsi entre le Japon et le reste du monde. Au fil du temps, la fissure grandit jusqu'en septembre 2013, lorsque Konami sépare la banlist entre l'OCG, le Japon, et le TCG, l'Occident. Encore aujourd'hui, Yu-Gi-Oh est coupé en deux. Est-ce que c'est pour le mieux? Difficile à dire. Alors majoritairement, oui, avec ces pratiques, Upper Deck aurait détruit la réputation de Yu-Gi-Oh! Leur retirer la licence était nécessaire, et Konami a réussi le pari ambitieux de préserver le jeu malgré le chaos. Néanmoins, on sent quand même la différence de philosophie entre les deux entreprises. Les anciens joueurs parlent des tournois d'Upper Deck avec une nostalgie chaleureuse, là où l'organisation et la communication de Konami semblent parfois un peu plus distantes, moins connectées avec les joueurs. Par exemple, même si les banlists sont plus régulières, les changements dessus n'y sont aucunement expliqués. Alors après, récemment ça s'améliore et je pense qu'on va dans le droit chemin, mais quand même. Ce que tout ça montre, c'est que l'histoire de Yu-Gi-Oh est bien plus tumultueuse qu'on pourrait le croire. Le 3e plus gros TCG du monde n'est pas qu'un titre, c'est quelque chose pour lequel des gens se sont battus pour le construire et le préserver. Le parcours des duels de monstres aurait pu s'arrêter 1000 fois. Le fait qu'il soit ainsi encore debout aujourd'hui force le respect et met en perspective les problèmes du moment. On a rapidement tendance à dire que Yu-Gi-Oh est mort, c'est fini. Mais quand on sait tout ce à quoi il a survécu, on se dit que ce jeu que l'on aime tant n'a pas encore dit son dernier mot. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Croyez en l'âme des cartes, à la prochaine. Aussi, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour précommander nos pulls exclusifs. Ça soutient la chaîne et ça nous permet de faire encore plus de grosses vidéos.